Merci la SOFCEP de m'avoir invité pour faire notre hommage à Pierre Fournier qui nous a quittés ce 24 février 2023. Un de mes premiers souvenirs mémorables date de 1975 quand il réussit à faire venir d'Italie Harold Fischer avec son fils Giorgio. Pour la petite histoire, Arad venait d'émigrer des États-Unis à Rome pour inviter un départ à son fils au Vietnam. Pierre avait organisé à la clinique Franklin une démonstration opératoire de la technique de Fischer pour le traitement des culottes de cheval qui, à l'époque, n'avaient pas beaucoup de solutions. Il avait convié Léon Perel, le président fondateur de la Société française de chirurgie esthétique, Jacques Fèvre, le président en exercice, Gérard Ilouz, le futur président, et moi-même, secrétaire général. La technique était ardue, demandant un matériel compliqué et onéreux. Après une infiltration avec un liquide dit lipolytique dont la composition était soi-disant secrète, on faisait un large décollement sous-cutané avec un long bistouri, puis un morcellement de la graisse avec un broyeur électrique introduit par la même incision que le bistouri et en fait aspiré. Seul Perel obtint le privilège d'essayer l'intégralité de cette technique dans sa clinique de Port-Royal grâce au prêt du matériel et de l'obtention d'un peu du fameux liquide. Fèvre se montra un peu enthousiaste. Ilouz, très habitué au maniement des canules d'IVG, comprit vite que l'on pouvait se passer du matériel du liquide de Fischer en faisant une infiltration au liquide adrénaliné et en utilisant ces canules d'IVG dont l'accès à l'époque était très réglementé. Fournier, un peu déçu par l'attitude de ses confrères qu'il avait invités, imagina d'aspirer la graisse directement, sans infiltration, avec une très grosse seringue, ce qu'il faut l'admettre faisait souvent saigner. Mais cela lui donna aussi l'idée de réutiliser ces cellules graisseuses, mieux conservées car moins traumatisées, par sa technique dite à la seringue et qu'il considéra rapidement comme un véritable tissu donc à respecter. C'est donc lui qui imagina pour la première fois le lipofilling, dont vous connaissez le développement actuel. Il séparait la graisse du sang par un simple mais une large décantation dans plusieurs tubes en verre, mais toujours curieux et ouvert aux techniques nouvelles, cela ne l'empêcha pas de faire venir à un de nos congrès cet obscur confrère japonais qui centrifugeait la graisse en utilisant une écrémeuse à manivelle. Vous savez comment, et cela a fait sourire Pierre, un Américain, Sidney Coleman, présent sans doute ce jour-là, eut l'idée d'adjoindre un moteur, ce qui, grâce à un marketing agressif, lui permit de faire fortune. Pour Pierre, c'est un non-sens, considérant que les adipocytes faisaient partie d'un tissu pouvant être greffé, à condition de ne pas être détruit par la centrifugation. Ilouz devait abandonner notre société, approché par Raymond Villain, qui pourtant avait critiqué la liposuction, déclarant que cette technique transformait une queue de cheval en queue de coq, mais à qui le président de la Société américaine de chirurgie plastique, ignorant les divergences françaises, avait demandé à votre président de faire un exposé sur le sujet. Cette visite des Fischer était le début de la formidable aventure de la liposuction dans le monde. Mais qu'était ce Pierre Fournier tellement connu à l'étranger et pourtant parfois décrié en France où certains confrères ont préféré souvent l'ignorer? Né à Rabat le 6 juillet 1924, sa famille émigre en 1936 à Périgueux alors qu'il n'a que 12 ans. Il y sera scolarisé mais échoue au bac à 17 ans. C'est en 1942, en apprenant que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord,
qu'il décide à 18 ans, donc il n'était pas majeur, parce qu'à l'époque, la majorité c'était 21 ans, et en cachette de ses parents, de rejoindre les forces françaises libres. Il se retrouve au Portugal après un long périple de plusieurs mois, traversant clandestinement les Pyrénées, puis l'Espagne, où il sera emprisonné quelques mois comme sans-papier. Embarqué d'abord sur un cargo, où il se passionne pour la télégraphie, il participe comme radio à des missions de guerre sur un aviso. Démobilisé, il reprend ses études à Périgueux, puis à Paris, y passant sa thèse de médecine en 1958. Je ne suis pas arrivé à savoir pour quelle raison il est parti se spécialiser en Angleterre, peut-être à la suite d'une rencontre avec Pierre Dac lors de sa fuite au Portugal. Pierre Dac était devenu un des compagnons de De Gaulle. De 1961 à 1962, il parcourt les USA, le Canada et le Mexique, avec comme seul objectif la chirurgie esthétique. D'ailleurs, toute sa vie, il aimera se rendre à l'étranger pour satisfaire sa curiosité, tissant des liens amicaux avec de nombreux confrères, aidé par sa facilité d'apprendre les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais et bien d'autres. Il aimait partager, n'avait aucun a priori, et savait apprécier les qualités de ses confrères, ne jalousant personne, aimant à dire le soleil brille pour tout le monde, ne s'autorisant aucune délation. Au début de sa participation à nos congrès, il préférait rester en retrait, peut-être par timidité, laissant à ses assistants, comme son ami John Gamblin, le soin de faire les exposés qu'il avait lui-même minutieusement préparés. Qui ne se souvient des interpellations respectueuses de John à l'égard de Pierre? Patron, qu'en est-il? C'était l'époque du classement cauchemardesque des diapositives, tellement difficile à ne pas mélanger. Il allait d'ailleurs devenir le maître incontesté des techniques de projection, l'exposé de ses communications étant reproduit intégralement sur les diapositives, lui suffisant alors de les lire et donc de se passer de ses assistants. C'était bien avant nos ordinateurs et combien de confrères à l'époque et dans tous les congrès ont suivi ce chemin tracé par lui. Finalement, il s'installe en 1962 à Paris, dans un quartier à l'époque populaire, le 10e arrondissement, boudant les adresses plus prestigieuses de la capitale, déclarant que la chirurgie esthétique ne s'adressait pas forcément aux plus riches, faisant sienne des impressions ressenties au Mexique et en Amérique du Sud, où beaucoup de familles modestes y ont recours, comme se plaisait à le dire un de ses amis très proches, Ivo Pitangui. Parmi les découvertes, entre guillemets, de Fournier, citons les lambeaux horizontaux de Jury, argentin méconnu en Europe, ce qui n'empêcha pas de nous faire découvrir aussi les lambeaux verticaux du discret Jules Nataf, développé par Jean-Claude Dardour et qui avait imaginé d'inverser la circulation des lambeaux, permettant ainsi un résultat beaucoup plus esthétique. L'utilisation des expandeurs dans la chirurgie de la calvitie par détonsuration et que devait développer Patrick Fréchet. Le peeling au phénol, dont il initia la pratique en Europe et qui était pratiquement le seul à parfaitement maîtriser en France. Il démontra que le peeling d'Obadji, qui prétendait utiliser une formule révolutionnaire mais jalousement tenue secrète, se servait tout simplement de l'acide trichloracétique méconnu outre-Atlantique. Il démontra que la blépharoplastie transconjonctivale était de réalisation plus facile qu'il ne paraissait et qu'il contribua à vulgariser. Sans doute bien plus estimé à l'étranger qu'en France, il devait être cité au Congrès international de Toronto de juin 1989
comme étant l'un des 5 chirurgiens ayant contribué le plus à la chirurgie plastique dans les 25 années précédentes. Je n'énumérerai pas non plus la trop longue liste des sociétés étrangères dont il avait été élu membre honoraire à vie, ni des abondants livres et publications en français et traduites en de nombreuses langues, de l'anglais à l'arabe, en passant par l'allemand, l'espagnol, le portugais, le japonais ou l'hébreu. Nous nous souviendrons aussi de sa bonne humeur, de son sens de l'humour et des histoires truculentes qu'il aimait rapporter de ses voyages. C'était aussi un fouineur invétéré, aimant aller fouiller chez les bouquinistes des bords de la Tamise et de la Seine. D'ailleurs, lorsque je lui rendis visite il y a 5 ans dans sa résidence près de Lisbonne, où elle s'était retirée après la perte très douloureuse de son épouse, je lui rappelais que c'était lui qui, connaissant mes origines, m'avait fait découvrir l'histoire de ce Lebensborn du Bois-Laris, à La Morlaix, le seul ayant existé en France, cette ferme de vie réservée aux nazis méritants ayant le privilège de s'accoupler à des femmes triées surtout pour leur apparence physique afin de fonder une race aryenne dite supérieure. Cette histoire, il l'avait découverte dans une revue allemande, traduite en anglais. En évoquant ce souvenir lointain, mon épouse et moi-même ont eu l'impression de rallumer quelques flammes dans ses yeux fatigués. D'ailleurs, en écrivant mon livre Enfin juif, je devais rappeler que c'était grâce à la perspicacité d'un confrère, donc lui, que cette histoire ancienne avait été découverte, complètement ignorée des différents maires qui s'étaient succédés depuis 1944 dans cette commune près de Chantilly. Tu vas nous manquer, Pierre, président d'honneur de notre société, la Société française de chirurgie esthétique à laquelle tu as su toujours, contre vent et marée, rester fidèle. Ta famille peut être fière de toi et du souvenir que tu nous as laissé. Merci, tes collègues reconnaissants.